Et plus que vous pour démarrer cette autre aventure de Culture Club comme chaque dimanche soir autour de 22 h sur ces ondes voyageuses de Canal Algérie. Eh bien, tous les acteurs, tous les agitateurs de la scène culturelle convergent vers cette plateforme, le plateau de Culture Club bien sûr, pour vous offrir une nouvelle soirée de débat. Eh bien, cette première partie, cet autre vol de nuit va s'intéresser cette fois-ci à la littérature à travers une galerie de personnages que nous offre notre première invité, des personnages habités par le doute, le questionnement, les blessures et les fêlures, où parfois l'espoir se dessine. Notre première invitée n'est autre que Mariam Guemache. Bonsoir. Bonsoir Karim. Quel plaisir de vous avoir, Mariam Guemache. Réciproque. Alors, vous avez commis déjà 2 ouvrages chez Casbah Éditions, des contes pour enfants. Il y a eu L'autre fille à la Casbah d'Alger, suivi, rappelez-vous, de donc L'autre fille au palais de Khdaouj El Hamia. Et là, c'est votre premier recueil de poésie. Hein. C'est des nouvelles. Poésie, que dis-je, des nouvelles, parce qu'il y a de la poésie et de la chanson également dans cet ouvrage-là. Ça s'appelle La demoiselle du métro, je le rappelle, édité chez Casbah Éditions et préfacé par une journaliste et pas des moindres, spécialisée dans le monde de la politique. Elle a marqué les programmes de la chaîne 3, elle également dans les années 90. Chaud débat. Chaud débat, exactement ça. Et elle a porté un regard sur vos nouvelles et vos personnages. Merci d'accepter notre invitation, Mariam Guemache. Des nouvelles, je le rappelle encore une fois, croustillantes à mettre entre toutes les mains. J'aurais peut-être un peu de mal à présenter notre deuxième invité. Lui également est auteur. Il a fait plusieurs escales ici même sur le plateau de Culture Club. D'abord à travers la Gra Boukrisha, et c'était en 2008 ou 2010. Non, bien avant. C'était bien avant. Très bien. Donc un mendiant dans la Médina. J'ai déserté mes sentiers de pierre. Il y a eu également Ocre à l'amour d'Étienne Diné. Et vous étiez sur ce même plateau il y a quelques années pour Terre Noire, le journal de Pauline Roland. Vous, c'est Faisal Ouaret. Bonsoir. Bonsoir. Architecte, urbaniste, auteur, je le disais à l'instant. Vous êtes également le directeur général de l'Agence nationale de gestion des réalisations des grands projets de la culture, sous la tutelle du ministère de la Culture. Mais vous êtes également, faut-il le dire et le rappeler à nos téléspectateurs, directeur du programme d'appui à la protection et à la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, cofinancé par la Commission européenne, qui vous a débloqué une enveloppe assez conséquente pour justement répertorier, connaître et restaurer, réhabiliter beaucoup de sites sur l'ensemble du territoire national. Une enveloppe qui tournait autour de 21,5 millions d'euros. Hein. Alors, donc, sauvegarde, organisation, numérisation, nous en parlerons tout au long de l'émission. Merci d'accepter encore une fois notre invitation, Faisal Ouaret. Notre troisième invité est également de passage sur ce même plateau pour nous parler de l'organisation de la 23e édition du Salon international du livre. Elle est également présente pour nous parler de l'organisation de la 10e édition du Festival international de la bande dessinée d'Alger. Elle nous parlera ce soir, cette fois-ci, d'une autre escale littéraire qui a pour titre tout simplement Ramage. C'est la rencontre de toutes ces femmes d'Algérie d'abord, du Maghreb également, du bassin méditerranéen. Il s'agit de notre troisième invité qui n'est autre que Dalila Nadjam. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui se passe après l'organisation du Salon international du livre, le FIBDA et Ramage à travers tous les prix littéraires? Est-ce que réellement, Dalila Nadjam, vos auteurs ont de la visibilité? Alors, le Salon international du livre et après, il en sera question également tout au long de l'émission. Merci d'accepter notre invitation. Alors, quatrième et dernière invité pour l'escale, le vol de nuit de ce soir. Ces univers, ou du moins son approche, est habitée par qui? Par deux des monstres sacrés de la poésie et de la chanson algérienne. Il s'agit de Cheb Hasni, mais également, rappelez-vous, de la regrettée Zoliha qui avait immortalisé, qui est devenue une immortelle pratiquement à travers un seul titre, Sobbar Ashrash. Elle n'est autre que Hayat Zalouk. Bonsoir. Bonsoir Karim. Merci d'être là, c'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Voilà, donc vous étiez sur cette même place il y a quelques mois de cela pour la présentation de votre album, donc je vous rappelle encore une fois, Lehna, qui nous a apporté énormément de bonheur, sans démagogie aucune. Et puis l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, a célébré hier, donc le 1er décembre, la journée mondiale de lutte contre le sida, à travers une opération qui a pour titre Lied Felied, c'est aider, orienter, sensibiliser la jeune génération quand cette maladie qui tue des milliers de personnes de par le monde. Alors, la chanson sur laquelle nous reviendrons un peu plus tard, c'est impossible de vous oublier. C'est une chanson que vous avez vous-même pensée, réfléchie, réalisée. Nous y reviendrons dans quelques instants à travers, entre autres, le concert qui a eu lieu hier à la salle Atlas, qui est un hommage à ce grand curieux des questions
culturelle en général, mais musicale en particulier. C'est Yazid Eitam Hamadouche qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Merci encore une fois d'être avec nous. Hayat Zarrouk. Questions, réactions, suggestions, bien sûr, et remarques, cultureclub@untv.dz. Bonsoir, Madame Guemache. Bonsoir, Karim. Alors, la demoiselle du métro, ça n'était pas vous, hein, ou peut-être si, allez savoir. Je le rappelle, ce sont vos nouvelles, c'est votre premier écrit, édité chez Casbah Éditions. Vous êtes une femme de radio, 30 ans de carrière pratiquement. Donc la radio, les interviews, écouter l'autre dans sa diversité, dans sa différence, sans jugement aucun. Nous en parlerons bien sûr tout au long de l'émission. Qu'est-ce qui vous a réellement... Donc la voix est une chose, mais qu'est-ce qui vous a précipité sur les chemins de l'écriture ? Alors, précipité, je ne sais pas trop. D'abord, je suis une grande lectrice. J'adore lire depuis toujours, hein, depuis que j'ai l'âge de 7-8 ans. Je dévore les ouvrages. Je me rappelle encore, à l'âge de 8 ans, déjà avec mon père, j'allais à l'Institut français d'Alger. Et j'empruntais des livres, donc je dévorais les livres. Et j'adorais écrire aussi, c'était sous forme de rédaction. Voilà, j'avais de bonnes notes à l'école. Et plus tard, j'ai eu un journal intime et je l'ai toujours, voilà. J'ai toujours cette relation très intime avec l'écriture et j'ai fait aussi un passage par la presse. Ouais. Et puis, il y a 3 ans de cela, j'ai publié d'abord des livres, c'est des petites histoires en rapport avec le patrimoine chez Casbah Éditions à travers un personnage qui s'appelle Lotfi, qui a une dizaine d'années. Qui traverse la ville et la Casbah en général, hein. En particulier, pardon. En particulier, mais ouais. Vous allez voir, parce que c'est une collection qui va continuer, voilà, une série, et ce petit garçon va sortir finalement d'Alger. Il y a eu l'autre fille à la Casbah d'Alger, l'autre fille au palais de Lamia, mais plus tard il sera aussi au tombeau de la chrétienne à Tipaza, etc. Et ce désir d'écriture était là depuis très longtemps. Latent, c'était latent. C'était juste latent, ouais. Et puis j'avais très peur de passer le cap, et puis j'ai fini par voilà, franchir le Rubicon. Par commettre votre premier ouvrage, La demoiselle du métro. Je le disais au sommaire de l'émission, c'est une galerie de personnages que vous nous invitez à découvrir. En premier, d'abord, Bingo. Nous allons à la rencontre de ce jeune garçon qui a pour prénom Malek, voilà, oui. C'est bien ça, qui a gagné au loto, mais il est réellement habité par beaucoup de blessures. C'était un jeune garçon, enfin un orphelin, qu'on a retrouvé dans un petit carton, hein, lors de Salat al-Fajr, pas loin d'une mosquée. Ainsi a réellement démarré l'aventure de votre ouvrage, La demoiselle du métro. Mais à travers cette nouvelle-là, vous dénoncez l'hypocrisie de cette société de plus en plus individualiste. Par rapport à Bingo, en fait, c'est l'histoire de ce jeune homme, parce que voilà, on le découvre déjà à la trentaine, qui va gratter une grille de loto et puis qui va décrocher le jackpot. Et puis voilà. Il va y avoir un enchaînement d'événements. Lui, qui a mal débuté dans la vie, va voir le comportement des gens, va changer complètement à son égard. Les gens qui l'ont complètement ignoré vont se rapprocher de lui. Un orphelin qui a quand même été élevé dans l'amour. Mais après la mort de ses parents adoptifs, tout a été chamboulé dans sa vie. Tout a été chamboulé. Tout a été chamboulé et il va vivre une succession de problèmes, de malheurs. Et puis après, il va porter un autre regard une fois qu'il sera riche. Voilà, le comportement des gens va changer envers lui. Voilà. Alors, pourtant ma vie n'a été qu'une succession de malheurs. Je l'ai commencé dans un carton, oui, une simple boîte à lessive. Aux premières heures de cette journée du 19 janvier, le ciel en avait gros sur la patate. Zébré d'éclairs, il déversait tout son courroux sur la ville. Ça tombait comme à Gravelotte. Pas un temps à mettre le nez dehors, pour un chien encore moins, pour un nouveau-né. En allant accomplir la prière d'Al-Fajr, un groupe de fidèles m'a découvert dans ce carton abandonné à l'entrée de la mosquée.
J'ai atterri à la pouponnière de Palm Beach 4 mois plus tard. Je fus adopté par un couple en mal d'enfant. Et la suite fut une parenthèse tranquille, une accalmie avant une nouvelle perturbation atmosphérique, comme disent les présentateurs météo à la télévision. Une maman tendre, un papa attentionné et l'innocence de mon cœur d'enfant pour bercer mes jours et mes nuits. Et je vous le disais, à un moment, il apprend que ses parents ont été victimes d'un accident de circulation. Donc, il est ballotté d'une famille à l'autre. Des oncles. Hein. Des oncles dans la famille. Ensuite, on a l'impression qu'il se refile la patate chaude. Tout à fait. Parce que personne ne veut le garder finalement. Et on ne va pas tout dévoiler peut-être non, vous en faites pas. On ne raconte jamais la fin dans voilà, cette émission. Voilà. Donc, il est ballotté jusqu'à l'âge de 18 ans. Il a vécu pendant de longs mois dans la rue, dans les cartons, ces mêmes cartons qui l'ont vu naître pratiquement. Et à un moment donné, vous le disiez à l'instant, il gagne au loto. Et tous ces personnages, tous les membres de sa famille... Hein, vont se rappeler à son bon souvenir subitement. Et même une maman biologique imaginaire qui va se pointer chez lui. Et lui, il voit tout ce manège, il voit tout clairement dans ce jeu-là. Et je trouve qu'il est très très sage quand même par rapport à comment il va réfléchir, comment il va agir. Alors, il y a deux dates qui retiennent ou qui habitent un peu l'esprit de votre personnage. Je le rappelle encore une fois, Malek, c'est donc sa date de naissance et la date de la mort de ses parents. Et c'est ces deux dates-là qu'il a joué pendant de très longues années. Hein. Exactement. Je vous le disais à l'instant, c'est un peu l'individualisme qui a gagné notre société, qui vous a précipité à l'écriture ou qui a provoqué cette nouvelle-là. Bingo. C'est juste des faits que j'ai observés dans la société. Vous êtes très observatrice. Des histoires comme ça et ça m'a inspiré cette nouvelle. Voilà. Je m'inspire toujours de quelque chose que j'ai vu. Il y a beaucoup d'observations. Franchement, on a réellement l'impression que vous êtes une véritable, je ne dirais pas chirurgienne qui dissèque l'âme humaine, mais la ville également. La ville est un personnage dans votre ouvrage, la demoiselle je le rappelle encore une fois, du métro, chez Casbah Éditions. Alger, en l'occurrence, elle vous habite, Madame Gamache. Alger m'habite. D'abord, je voulais rendre hommage à la ville qui m'a vu naître, Alger. Je suis née à El Biar et je suis une grande déambulatrice, une grande marcheuse aussi. C'est vrai, on se rencontre très souvent, vous et moi, dans les rues d'Alger. Tout à fait. Et je m'intéresse beaucoup à tout ce qui peut constituer la ville d'Alger, au patrimoine, aux êtres humains. L'écriture du détail. L'écriture, en fait, je me balade et c'est comme si... c'est comme si j'avais un appareil photographique entre les mains, mais cet appareil, ce sont les mots. Quand je marche, j'ai des phrases qui viennent comme ça. Voilà, je déambule. Et puis j'ai plein d'histoires que j'imagine. Et puis après, je les couche sur papier, tout simplement. Ouais, et ça a donné naissance, je vous le rappelle, à ce recueil que nous sommes venus partager avec vous. N'oubliez pas, question-réaction, cultureclub@eintv.dz. On va parler cette fois-ci de l'espoir, du désespoir, mais également de ce rythme dans l'écriture. On sent réellement en vous, l'animatrice radio, il y a énormément de rythme, on ne s'ennuie pas d'une nouvelle à une autre, on n'a pas envie de refermer votre ouvrage sans pour autant nous précipiter. Je reviens sur ce mot, hein, parce qu'il y a beaucoup de rythme, beaucoup de vitesse dans votre écrit, jusqu'à, je le rappelle encore une fois, la demoiselle du métro. Et vous écrivez la station à Essaouira. Le métro marque une halte, signal sonore d'ouverture des portes. Un escadron de bipèdes. Le bipède revient souvent dans vos nouvelles au passage. Hein. Voilà, se rue hors du wagon pendant qu'un autre se précipite à l'intérieur. Chassé croisé, bruyant et hétéroclite. Un ange monte dans la rame et soudain, tout s'illumine. Tout, alors là vraiment c'est ça. On est au départ dans l'espoir, dans l'observation. Votre personnage qui n'a pas de prénom, enfin il pourrait être moi, il pourrait être notre ami qui me fait face ce soir et ou ceux qui nous regardent. Donc vous lui donnez pas de prénom. Hein. C'était voulu. Voilà, exactement ça. Donc chacun de nous, on est dans une forme de, comment dire, d'empathie vis-à-vis en direction de vos personnages, parce que chacun peut s'imaginer, être à la place de... Voilà, donc, votre personnage voit en cette silhouette angélique hein, qui vient de monter dans le métro un espoir, mais terrible. Hein. Il imagine, il la dessine, il l'approche, il lui parle. Et il ne lui parle pas. Non, intérieurement. Voilà. Intérieurement, si. Hein. Il essaie de se donner du courage pour lui parler. Oui. Mais finalement, il ne va jamais lui parler, c'est ça le hic. Impossible, impossible. Voilà, il voit cette jeune fille
on va dire ça, flamboyante, montée dans le métro d'Alger. Et il y aura un coup de foudre, peut-être à sens unique, entre la station Aïssa Tidir et la place des Martyrs. Et ben, pendant tout ce trajet-là, il va essayer une approche, il va tenter une approche. Est-ce qu'il aura l'audace, le courage de lui dire ce qu'il ressent pour elle? Il soliloque presque. Hein. Voilà. Et on ne sait pas. La fille du métro irradie. Elle rayonne de son insolente beauté. Un rose rouge dans un champ de chardon. Je me sens gêné d'être assis alors qu'elle est debout. Un bon gentleman, je veux lui céder ma place. Ce serait une bonne entrée en matière pour engager la conversation. Parler du beau et du mauvais temps, par exemple. Mais au moment de me lever, une force indicible m'ordonne de rester assis. Je suis comme figé, statufié, tétanisé, scotché, agrippant la barre métallique de ses doigts fins de dentelière. La nymphe a le regard perdu dans le vague. Du coin de l'œil, je la guette comme un paparazzi planqué dans un buisson du jardin du palais de Kensington dans l'espoir de voir apparaître Kate Middleton. Mais il est fou amoureux d'un personnage qu'il vient tout juste de rencontrer. Est-ce qu'on serait réellement, à travers ce personnage-là, dans le désert émotionnel, pour tomber amoureux juste d'une fille qu'il vient de voir dans un wagon? Pourquoi pas? Il le dit à la fin, sa vie était inodore et insipide. Et tout peut arriver, vous savez. Tout peut arriver. Mais il a un regard assez dur vis-à-vis de la masse qui entoure ce personnage. Hein. Il n'y a qu'elle qui compte à ses yeux. Il ne voit rien. Ces vieilles qui parlent... Tout le monde l'ennuie. Oui, tout exactement. l'embête. Il voudrait se retrouver aux Caraïbes avec elle. Voilà, je le dis à la fin. C'est presque un personnage, comment dire, qui vient irréel, qui vient d'un autre monde, à travers sa chevelure, ses tresses accrochées. Elle met encore des tresses. C'est un peu Fifi Brin d'Acier, quoi. Non, c'est pas ça. C'est que il le dit. Je n'ai vu personne ne se coiffer ainsi depuis les années 80. Ouais. Voilà, parce qu'elle dénote un petit peu avec l'environnement. Voilà, il l'a remarqué. Alors, deux tresses au ton roux, flamboyant, retenues au bout par deux élastiques rouges satinés. Je me dis qu'aucune fille ne se coiffe plus de cette façon de nos jours. Les coupes effilées, dégradées, ondulées et plus plongeantes peuplent nos villes. Je me souviens pas avoir revu de nattes sur les épaules féminines depuis les années 80, vous le disiez à l'instant. Cette nana m'intrigue. Je ressens le besoin impérieux d'entrer dans son monde, percer sa bulle, m'y faufiler, arpenter son univers, connaître le timbre de sa voix, découvrir qui elle est, ce qui anime ses envies et nourrit ses rêves avant qu'elle ne grimpe dans la rame du métro. Il n'y avait rien, tout était plat, banal, insipide, barbant. La vie était monotone, inodore, morne, grise. Un arc-en-ciel est entré dans le métro. Voilà, c'est de la poésie. Il y a beaucoup de sensibilité et de poésie dans votre écrit, hein, parce qu'il sent un peu son parfum, il l'imagine, il voudrait toucher son chemisier en satin. Il y a beaucoup de sensualité. Oui. Dans votre personnage. Oui, il y a des couleurs, il y a des odeurs et il y a des sons aussi. Et il y a de la musique aussi. Ah non, parce que vous êtes habité par les années 70 et 80, musicalement parlant, c'est également il y a de la musique, il y a des titres et des groupes qui de la musique en hantent général, de la musique, puisque je parle aussi de James Blunt. Exactement. Donc on n'est pas que dans les années 70. You're beautiful. Et de Django Reinhardt et d'autres chanteurs. Trump. Exactement. Et puis, la musique classique. Oui, il y a même de la musique classique, parce que lui, il a lu. James Blunt, c'était une manière pour vous d'exprimer cet amour impossible? Et James Blunt n'est pas dans cette nouvelle. On parlait en général des références musicales. C'est un petit peu. L'amour n'est pas dans le pré, il est dans le métro, dans le wagon. Voilà, les chansons que j'aime bien. Ouais. Voilà. Alors, et puis à un moment donné, il s'imagine, il s'extirpe, il quitte le monde, il quitte Alger, il quitte le wagon, il emmène cette jeune fille-là sur une plage déserte. Et là, on retrouve encore une fois la poésie et la sensualité et la sensibilité de votre personnage, Bani Mgemache. Elle est allongée à côté de moi sur une chaise longue, à l'ombre d'un parasol, sirotant une pina colada, ça donne l'eau à la bouche, cocotier, chapeau de paille et crème solaire. Je suis le plus heureux des hommes sur terre. Je défais ses jolies tresses, libère sa chevelure de feu qui dévale en cascade sur ses épaules sensuelles, rougies par le soleil. Main dans la main, nous courons. Le sable brûle nos plantes de pied. Nos rires sont des cascades du Niagara. Nous plongeons dans la nappe turquoise et je me noie dans son regard. Mais
rien ne se passe. Mais il ne faut pas dire qu'est-ce que... Non, mais on va pas dire comment que ça va se passer. Mais rien ne se passe comme lui le désirait, comme lui l'imaginait, comme lui le dessinait et l'espérait, Mariam Guemache. Il y a beaucoup d'espoir, mais ça fait rien. Combien dure un trajet entre Aïssa Tidir et la station? Une dizaine de minutes? Il aura maximum. Rêvé. Ouais. Il aura rêvé. Le temps de 2 chansons. Puisque sa vie était inodore, il aura rêvé un petit peu, c'est déjà ça. Vous ne pouvez pas ne pas parler de votre métier, hein, encore une fois, pratiquement depuis une trentaine d'années que vous hantez, si vous me permettez l'expression, les ondes de cette chaîne radiophonique, à savoir Alger Chaîne 3. Ceux et celles qui ne la connaissent pas, ce qui est rare, cela dit en passant, parce que nos programmes sont regardés de l'autre côté de la Méditerranée. Hein, oui. C'est la seule radio algérienne d'expression française, la plus connue du moins. Et là, vous parlez de votre métier à travers un personnage que tout Algérien adore. Il s'agit de notre Biona national et vous parlez de Biona on Air. Ça, c'est le titre. Oui, ça c'est... Quand je parlais d'empathie dans votre ouvrage, je le rappelle encore une fois, La Demoiselle du métro, l'ouvrage de Mariam Guemache, c'est aux éditions Casbah. C'est également l'animateur radio que je suis qui se retrouve et s'identifie à cette nouvelle-là. Le stress avant le début d'une émission, le stress que l'invité ne se ramène pas. Ça rappelle des souvenirs Hazel bien avant le début de l'enregistrement de l'émission de ce soir parce qu'elle est arrivée un peu en retard. Oui. Le stress que l'invité ne vienne pas, qu'on ne puisse pas réellement produire une émission. Et puis, Biona, pour quelle raison? Alors, Biona, c'était juste un prétexte. En fait, l'idée, c'était de faire un clin d'œil à mon métier, à la radio, bien sûr. Et je voulais parler au lecteur de cet univers très spécial du studio, comment on établit un laissez-passer, comment on attend l'invité, surtout quand c'est un direct, on est stressé. Ce stress qui monte, hein. Et puis quand l'arrivée est là, arrive, on est soulagé, on va l'accueillir. Et je voulais le faire entrer un petit peu dans les coulisses de la radio. Et je me suis dit, quel invité je vais pouvoir inviter. Et puis l'idée... je trouvais que l'idée d'inviter Biona serait amusante parce qu'elle a un caractère excentrique, parce que voilà, un être flamboyant, fantasque. Et voilà, elle vient, mais elle vient pas seule. Ah. Elle vient avec Choupette. Choupette, qui se trouve être son chien, sa petite chienne, voilà. Son petit caniche, oui. Et voilà, donc on prend l'ascenseur et on se dirige. Voilà. 45 cm. Et vous le dites, blotti dans ses bras, un caniche poivre et sel me transperce de son regard méfiant. Je te présente Choupette. Elle me suit partout. C'est Biona qui lâche, bien sûr. Lâche Biona dans une cascade de rire, collier pailleté autour du cou, barrette rouge en forme de cœur, coiffant ses bouclettes tire-bouchonnées. Choupette n'a pas l'air rassurée lorsque la porte de l'ascenseur se referme sur nous. Et à travers l'invitation de votre personnage, je le rappelle encore une fois, Biona, vous avez provoqué une véritable émeute au niveau 3. Là, on reçoit nos invités avant de les emmener au niveau 1, où se retrouvent les studios de la chaîne 3. C'est souvent le cas quand on reçoit des personnalités, tout le monde vient, on prend des selfies, on demande des autographes. Et voilà, on se retrouve dans cette ambiance. Voilà. Cette ambiance-là. Mais on a réellement... Moi, j'ai eu du plaisir à la recevoir, que ce soit à la radio et à la télévision. Et bien avant le début de l'émission, je lui ai dit, mais donc vous l'avez reçu, Madame Guemache? M'a dit, eh ben non. Non, je l'ai pas reçu. Tout est imaginé. En fait, je ne l'ai pas reçu pour une émission, mais je l'ai vu dans la vie, j'ai rencontré dans la vie. Mais tout le reste, c'est une fiction. Et avec vous, dans votre ouvrage, La Demoiselle du métro, on aborde la mort, mais d'une façon presque sereinement, dans une de vos nouvelles. Avec beaucoup d'humour, énormément d'humour, ce que je le disais, une galerie de portraits de personnages auxquels chacun de nous, ou chacun de vous, peut-être demain en achetant cet ouvrage chez votre libraire habituel, Le Banc, pourrait réellement s'identifier. Votre personnage, on a presque l'impression que c'est un peu tombé ça, hein, quand Rachid Memouni se met dans la peau d'un mort, lorsqu'il témoigne dans un débarras, ses souvenirs sont bons, il voit des cafards passer, où il sent l'urine, l'odeur de l'urine. Bon, cela n'est pas le cas, mais moi je faisais juste référence à l'un des enfants terribles de la littérature algérienne. Alors déjà, je ne suis plus. Et vous écrivez, ce n'est pas pour plomber l'atmosphère ou l'ambiance, mais ça sent la sinistrose ici. En même temps, c'est un enterrement. De qui ? Le mien, pardi. À l'horizontale, je gis un macabé, je suis
Je suis 28 ans de toutes mes dents, 28 ans, 1m68, bac plus 5 et les pieds devant. Quel gâchis! Je suis allé jusqu'au bout de mon mandat terrestre. L'appartement est bondé. J'ignorais que je connaissais autant de monde. On jetterait une aiguille en l'air qu'elle ne toucherait pas le sol carrelé de mon petit salon. Elles sont toutes agglutinées autour de moi. Il y a même des tronches que je ne connais pas. Ma mère pleure en silence, cernée, pochée, blafarde. Elle me fend le cœur, la pauvre. Je suis sa fille préférée. Et dans cette nouvelle, encore une fois, Madame Guémach, vous dénoncez l'hypocrisie de la société algérienne. Bon, je ne vais pas aller jusque-là, mais... C'est comme ça que je l'ai perçu, c'est-à-dire qu'à un moment, votre personnage, cette jeune morte, elle témoigne, elle parle et elle dit, mais que fait celle-là, qui prétendait être mon amie, elle ne l'est pas, cette autre femme qui se lacère le visage, elle me connaissait à peine, mais c'est réellement ça, dans des circonstances aussi douloureuses. Voilà, je suis la narratrice, et puis je m'imagine donc dans la peau d'une gisante, et j'observe, parce que j'observe les choses, et je vois des comportements, hypocrites, des larmes de crocodile, des gens qui prennent des photos, des gens qui rient, des gens qui me sont pas proches, qui n'étaient pas proches qui m'étaient pas proches de mon vivant, et je m'interroge en fait sur ces comportements un petit peu bizarres. Alors vous le dites, hein, un hurlement strident me tire brutalement de mes pensées. Je me demande qui est cette hystérique qui pousse des cris d'orfraie en se donnant des coups violents à la poitrine en lacérant sa frimousse avec ses ongles manicurés. À peine le seuil du living franchi, la voilà qui se jette sur moi et claque une bise baveuse sur mon front glacé. Ah, ça y est, je la remets. J'ai failli ne pas la reconnaître tellement elle a grossi. Et cette hypocrite de Soraya, quel culot, vraiment. Venir faire son cinéma le jour de mes funérailles et pousser des cris suraigus à me coller un acouphène comme si nous étions les meilleurs amis du monde. C'est un peu l'amour qui les a un peu séparés, ces deux-là. Oui, exactement. Un garçon. Un garçon, faut pas tout dire. Un garçon, hein. Voilà, mais j'ai voulu parler de la mort avec beaucoup d'humour. Avec beaucoup d'humour et dédramatiser, parce qu'après tout, la mort, c'est quelque chose qui nous attend tous, c'est inéluctable, donc... Et puis la mort fait partie de la vie. Cette nouvelle a failli ne pas passer parce que... J'allais vous le dire, votre éditeur a eu des réticences. Voilà, donc... Quand elle est dit... Donc parler de la mort, c'est un sujet tabou. Non, ça ne devait pas passer, mais à la fin, je l'ai convaincu parce que, bon, finalement, j'en ai parlé avec de l'humour, donc... Voilà. Mais j'en ai presque la chair de poule à un moment donné quand vous écrivez. C'est l'heure du grand départ. Oui. Je vais rejoindre les verts pâturages. Les hommes me hissent, les femmes redoublent de pleurs. Un dernier regard vers ceux que j'ai aimés, ceux qui ont fait semblant de m'aimer. Le ciel de février s'est déversé en cataracte. C'est bien qu'il pleuve. On dit que c'est un bon présage. Donc vous abordez la mort dans votre ouvrage. Je le rappelle encore une fois, Mariam Guémach, la demoiselle du métro. Ce sont ses nouvelles, préfacées par Malika Boussouf. C'est aux éditions Casbah. Et puis, avant de passer à notre sujet, n'oubliez pas question-réaction cultureclub@20tv.dz. Dans une de vos dernières nouvelles, vous nous parlez, dans une nouvelle qui porte le titre de 1, 2, 3, et vous citez Oscar Wilde, et ça n'est pas pour rien, parce qu'il disait, pour ne plus souffrir, il faut assister à sa vie en spectateur. Et là, vous parlez des kidnappings et des viols sur les enfants, un événement, plutôt un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans nos sociétés. Oui, ça c'est vrai. Voilà. Alors la dernière nouvelle, 1, 2, 3, m'a été inspirée par un fait divers. J'avais passé des vacances en France l'été dernier, et je suis rentrée toute heureuse en me disant que la vie était belle. Et je tombe sur je suis désolée, je ne veux pas l'appeler un fait divers parce que c'est dramatique tout simplement, cette histoire de l'enlèvement et du viol d'une petite fille de 9 ans à Oran. Elle s'appelle Saint-Sabil. Et j'étais toute retournée par cette histoire et ça m'a inspiré donc cette nouvelle que j'ai appelée 1, 2, 3. Elle est très glaçante, elle est très difficile. Et je regrette même qu'elle soit à la fin du recueil. J'aurais pu la diluer. Oui, bon, c'est ce que mes proches m'ont dit, mais bon, c'était déjà publié.
Et voilà, donc ça c'est un fait réel, quelque chose qui s'est passé. Et il n'y a pas que de la fiction dans mon livre, j'aimerais parler aussi de Karl Marx, parce qu'il y a une nouvelle... voilà, Karl Marx est venu en Algérie en 1982 à la Casbah, parce qu'il avait une pleurésie et son médecin lui a conseillé d'aller au soleil. Il manque de peau quand il est arrivé, il faisait très froid, il pleuvait à Alger, il n'a pas pu se traiter. Et il s'est baladé pas mal à Alger, il est parti... entre autres à la Casbah où il a vu un barbier pour se raser la barbe. Il a visité aussi le jardin d'essai et ça m'a inspiré aussi une nouvelle. Et également Mohamed Rassim, le peintre et miniaturiste. Je lui rends hommage à travers une nouvelle qui s'appelle La Villa. Et moi je rends hommage à tous ces enfants morts entre les bras de kidnappeurs, de violeurs, de tueurs, de tortionnaires. Je le rappelle encore une fois dans votre nouvelle 1, 2, 3. Il marche sans but, sa tête est vide, aussi vide que ses poches. Son âme vacille entre ciel et terre. Il n'a de pensée que celle de maudire son existence. Une vie étriquée, une vie inodore, incolore, fade et nulle. Visage anguleux, yeux vitreux, il promène sa silhouette malingre entre les pins parasols, se perd entre les buissons épineux, suit un petit sentier bordé de lentisques et débouche sur une clairière. L'odeur de la résine mêlée aux essences d'eucalyptus, de pin chatouille ses narines. Il en a cure. Les stridulations des cigales lui tapent sur le système nerveux et là, il voit entre les arbres une petite famille toute heureuse, un père, une mère et 2 filles. À un moment, le papa propose à ses filles de jouer à cache-cache. Et c'est une nouvelle, vous le disiez à l'instant, glaçante, entre seulement 2 pages. Oui, elle est très courte. Et celle-là, je ne sais pas comment, je me suis assise à mon bureau et elle est sortie d'un coup parce que j'étais très affectée par cette histoire douloureuse. La mort de Saint-Sabile, ça m'a énormément touchée et ça venait de mon cœur. La bête immonde a souillé l'innocence. Maya, où te caches-tu, bon sang? Hurlent le papa et la maman en chœur. L'animal court comme un dératé pour la première fois depuis longtemps. Un sourire mauvais se dessine sur son visage anguleux, clos, verrouillé. Je vous le rappelle, c'est une galerie de personnages. Je vous le conseille vivement, ça a été notre coup de cœur. Celui de Mariam Guemache, ça s'appelle La Demoiselle, du métro à la bord de l'amour, la mort, le désenchantement, le désir, le plaisir, les blessures, les fêlures, tout ça. Et dans cet ouvrage, c'est chez Casbah Éditions, préfacé par Malika Boussouf, qui, elle, est plus dans le politique. Pourquoi lui avez-vous demandé de décrypter ou d'analyser vos nouvelles, Mariam Guemache? Pourquoi pas? Elle est dans le politique, mais pas seulement, puisqu'elle elle a une chronique au Soir d'Algérie où elle parle de la société. Donc ça convenait très bien, puisque moi aussi je parle de la société. Et voilà, la société algérienne dans tous ses états. C'est en vente libre chez votre libraire habituel. Question-réaction cultureclub@1tv.dz. Bonsoir Faisal Ouaret. Bonsoir. Alors, le Gra Boukricha, j'ai déserté mes sentiers de pierre, Ocre, un amour de dîner, mais également, je le rappelle, Terre Noire, Pauline, le journal de Pauline Roland. Vous, c'est toutes les fonctions qui vous occupent aujourd'hui, qui vous ont réellement éloigné de la littérature. Non, je ne peux pas les accuser de ça. Je peux les accuser de beaucoup de choses, mais pas de celle-là. De toute façon, ce n'est absolument pas dû au fait que je sois un peu plus pris ou un peu plus stressé que je n'écrive pas. Je n'écris pas parce que d'abord parce que les expériences d'écriture ont été extrêmement douloureuses. Et à écrire est très douloureux. Donc, vous nous disiez, j'écris peu à mon rythme parce que j'ai peur de décevoir. Absolument. Absolument, et puis c'est une vraie responsabilité, c'est un vrai engagement. Moi, je voudrais d'abord rendre hommage à Mariam Guemache, dont j'ai découvert une partie des nouvelles, et je trouve que justement Malika Boussouf ne lui fait pas cette part et cette présentation, et que je trouve qu'elle s'arrête sur un aspect qui est celui de l'écriture et de l'utilisation d'une langue, en l'occurrence celle de l'argot pratiquement, elle le dit, alors qu'il y a une dimension que tu viens de tout à fait d'étaler et qui est vraiment à mettre en exergue. Et dans la nouvelle qui est sur la demoiselle du métro, j'ai trouvé une dimension un peu de... Je ne sais pas si vous connaissez les 12 contes vagabonds de Marquez. Et il y a une nouvelle qui est
tout à fait dans cet esprit-là, avec celui qui découvre une femme qui traverse un aéroport et qui ne rêve que qu'elle vienne s'asseoir devant lui. Et finalement, elle vient s'asseoir devant lui pour dormir durant tout le trajet. Il n'a pas l'occasion du tout de dire un mot. Mais ça n'a pas été le cas de la demoiselle du métro dans Mariam Gabache. Avec des nuances. Et je trouve que sur certains aspects, il y a quand même une dimension littéraire qui est celle de l'écrivaine, mais qui est celle aussi de la femme de radio. Donc cet aspect. Le second élément que je voulais partir avant qu'on parle de ma propre expérience, c'est celle de l'Yezid. Moi, j'ai découvert l'Yezid comme auditeur. Il y avait une part de ma vie, je l'ai dit dans un petit post sur Internet. J'ai découvert Yazid quand j'habitais seul à Alger à cette époque-là, c'était en 2011-2012. Yazid et Hamadouche, un homme de radio qui nous a quittés il y a quelques mois de cela. Oui. Ouais. Et donc, j'entendais cette voix et je suivais donc la découverte de jeunes talents, la façon dont ils explosaient carrément, ce contact, cette façon de les accueillir, etc. Et donc, c'est ça qui me restait. Et je n'ai jamais su qu'il était handicapé. Je n'ai découvert qu'une fois qu'il est mort. Donc, je voudrais d'abord lui rendre l'hommage qu'il mérite parce que c'est quelqu'un qui a fait vraiment une part très importante de la culture algérienne d'aujourd'hui. Et puis, pour revenir sur mon modeste parcours, il est évident que c'est la lecture qui m'empêche d'écrire. C'est-à-dire que je deviens... Vous êtes un boulimique de lecture. Je suis boulimique complètement. Vous êtes toujours sur 2 romans en même temps, pratiquement, parfois, ou plus. Même plus. Et je lis à une vitesse extraordinaire. Et ce qui ne m'aide pas du tout, c'est la découverte du e-book. Donc maintenant, je peux me promener avec 800 bouquins dans mon portable. Et ça n'aide pas du tout. Quand je me réveille à minuit, au lieu d'écrire, je lis. Et donc je pense que c'est quand même un plaisir de lire, un plaisir de découvrir toutes les formes d'écriture étrangères, bien sûr à travers toute la langue française, la seule malheureusement que je lis beaucoup. Je lis un peu l'arabe, j'ai découvert notamment, j'ai fait l'effort pour lire le dernier livre de Abdelwahab Aïssaoui. Non, je n'ai pas encore eu le plaisir de l'avoir. C'est un roman à lire absolument qui vient de sortir lors du dernier salon. Il y a d'autres jeunes écrivains arabes, en langue arabe, aussi algériens en langue arabe, qui sont absolument à découvrir. Non, il y a une émission également sur le NTV, la terrestre, qui s'appelle Qara'toulak. Il est passé, Abdelwahab Aïssaoui est passé il n'y a pas longtemps. Tout à fait, exactement. Donc ils ont de la visibilité, mais également les romans amazirophones, dont on ne parle pas souvent, malheureusement, alors qu'il existe réellement une littérature arabophone, francophone et amazirophone. Ça, il faut également le dire à ceux qui nous écoutent, parce que souvent on nous dit, vous ne présentez pas les ouvrages en langue arabe ou les ouvrages en langue amazigh. Sachez qu'il y a des émissions qui leur sont consacrées, donc justement, qui dialoguent, qui leur donnent de la visibilité. Alors une simple question avant d'aborder un autre sujet. Vous qui êtes directeur général de l'Agence nationale de la gestion des réalisations des grands projets de la culture, aujourd'hui, depuis quelques années, vous avez déserté les sentiers de l'écriture, non pas de la lecture, à travers toutes vos lectures. Donc, dans quoi se situe aujourd'hui la littérature algérienne qui est habitée par la douleur et la violence après les années 90? Je trouve qu'elle est d'abord foisonnante, que c'est un effort extraordinaire qui est fait par les éditeurs. Les éditeurs ont fait un travail extraordinaire depuis les années 80. C'est-à-dire qu'on est passé de 2 à 200 ou 300 éditeurs, avec quand même une qualité de livre à tous égards. Que ce soit sur la collection. Moi, je peux vous dire que c'est un chiffre exagéré. Les maisons d'édition qui travaillent, qui donnent réellement de la visibilité tout au long de l'année, on peut les compter sur le doigt de plusieurs mains, on va dire, une cinquantaine, pas plus. C'est un chiffre qui a souvent été donné lors de l'organisation des précédentes éditions du Salon international du livre. Toutes maisons d'édition confondues, franchement, maximum une trentaine. Ça n'engage que celui qui vous fait face. Mais toujours est-il qu'il y a quand même 30 éditeurs qui font de très bons livres. Excellent travail. Je suis d'accord. Je viens de découvrir un des auteurs qui a été publié par Delila à l'instant. Donc il y a quand même beaucoup de choses. Il y a Amzian Farhani qui s'est mis à l'écriture, ce qui est un plaisir extraordinaire. Sur le tard. Donc il y a quand même les couffins de l'Equinox. Il y a quand même une vie littéraire, une vie de production littéraire en Algérie que tu présentes vraiment de manière extraordinaire, parce que de toute façon tu mets en avant des auteurs, tu mets en avant leurs éditeurs, et toute cette production-là, c'est quand même un monde que nous n'espérions pas il y a à peine 20 ans, que nous ne connaissions pas. Nous étions vraiment sur des capacités très réduites de pouvoir accéder à la lecture, et encore plus la littérature étrangère. Aujourd'hui, je clique, j'appelle une amie qui m'a dealeuse en livre, en e-book, elle me voit tous les moyennes. Donc il y a un problème, il y a vraiment un étalage des capacités de lecture, etc., qui ne sont pas, et je regrette que la jeunesse
ne puissent pas complètement profiter de toute cette étape. Il y en a quelques-uns qui lisent, il y en a de plus en plus de jeunes à qui il m'arrive d'échanger sur l'Internet qui lisent. Ils lisent beaucoup de livres, ils lisent beaucoup de formes de littérature, mais je pense sincèrement qu'il y a un effort national à faire en face, pour que ce lectorat puisse vraiment s'enrichir et profiter de toutes les structures. Oui, mais entre-temps, il y a des maisons d'édition qui disparaissent. Oui, bien sûr. Il y a des librairies qui ferment, malheureusement. Oui. Et c'était également une occasion de rendre hommage à Daliman qui fait un acte de résistance. Absolument. Pratiquement depuis une quinzaine d'années. Il y a beaucoup d'autres maisons d'édition qui ont fermé, dont celle de Lazare Lapter, des librairies d'excellente facture, comme la librairie Noun, comme la librairie Millefeuille, et puis d'autres également qui étaient... à l'intérieur du pays. Le désert est encore plus grand. Voilà, exactement. À Sétif, il n'y a pas une seule librairie digne de ce nom. Il y a un libraire qui a 3 mètres carrés, qui a tous les livres... J'y suis passé il y a 10 jours, on ne s'est même pas passé entre les livres. Donc c'est vrai qu'il y a aussi cet aspect-là. Alger n'est pas l'Algérie. Yassine est tout seul à Constantine en train d'essayer de tenir vraiment à deux mains, à bras-le-corps, la capacité de tout Constantine et de tout l'Est à accéder à la littérature, qui se produit déjà en Algérie. Donc c'est vrai qu'il y a cet aspect-là. Mais d'autre part, il y a aussi 1000 bibliothèques qu'on a construites qu'il va falloir un jour remplir et à laquelle il faudrait destiner un public, et notamment un public jeune. Donc il y a à la fois beaucoup de regrets, beaucoup de pertes, beaucoup de faillites, mais il y a aussi un espoir qu'il faudra alimenter, qu'il faudra tenir. Et je pense qu'il tient aussi à travers notre génération. Une librairie dans chaque département, une librairie au moins, ça c'était l'un des projets de l'ancien ministre de la Culture. C'était une librairie dans chaque commune. Chaque commune, pardon, librairie dans chaque commune, exactement. Mais déjà, si on arrive à avoir une librairie dans chaque wilaya, ce serait extraordinaire. Et ça n'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Absolument pas. C'est loin d'être le cas. Faisal Ouaret, vous êtes également directeur du programme, nous le disions au sommaire de l'émission, d'appui à la protection et la valorisation du patrimoine culturel en Algérie, cofinancé par l'Union européenne. On parlait de cette enveloppe de 21 500 d'euros, sauvetage, organisation, numérisation du patrimoine cinématographique, filmique, les affiches également. Comment se porte réellement aujourd'hui, sans démagogie aucune, notre bon vieux bâti, et comment lutter au quotidien contre le chaos architectural et urbanistique que nous subissons au quotidien dans les grandes villes? Je vous parle d'abord en tant qu'architecte et urbaniste, Faisal Ouaret. Oui, d'accord. Avant de revenir à votre fonction. Là aussi, il y a beaucoup de regrets, il y a beaucoup d'espoir. C'est que nous avons le plus grand nombre d'architectes formés à travers tout le Maghreb, y compris l'Égypte, enfin à travers toute l'Afrique, y compris l'Égypte. Mais malheureusement, la production n'est pas à la hauteur des quantités et nous n'avons pas suffisamment de réflexes pour pouvoir reprendre déjà notre propre architecture. De toutes les époques, de l'époque précoloniale, coloniale et postcoloniale. Il y a quand même des qualités de production architecturale qui existent aujourd'hui, qu'il va falloir restaurer, qu'il va falloir mettre en exergue, les découvrir. La quasi-totalité du patrimoine algérien en architecture, on ne le connaît même pas. Les architectes ne le connaissent pas parfois. Donc il y a tout cet effort-là à faire. Il y a la capacité de faire une conjonction entre ceux qui étudient, ceux qui produisent et ceux qui découvrent et qui mettent à disposition. Et donc réunir tous ces efforts, comme dans tous les pays qui se respectent, et découvrir cette architecture et être capable de la reproduire. Donc sur cet aspect-là, sur l'aspect urbanisme, je pense qu'il y a un problème. Il y a un problème de l'urbanisme. Il y a des problèmes, Faisal Ouaret. Il n'y a pas un problème. Une multitude de problèmes sur lesquels... L'urbanisme, c'est d'abord beaucoup de compromis. Si on n'arrive pas à faire un compromis autour de ce que nous sommes capables de produire, nous sommes capables d'imaginer comme vie possible, si c'est univoque, l'urbanisme ne peut pas être univoque, parce que ça veut dire fatalement une faillite, et l'urbanisme ne peut pas souffrir du fait que l'on sectorise la production. On ne peut pas s'occuper uniquement du commissariat, comme l'autre s'occupe de la mosquée, le troisième s'occupe du centre commercial. Il faut que tout ça fasse symbiose et que nous puissions avoir un ensemble urbain qui soit à la fois le bout de commissariat, Vous pensez que nos responsables ne sont pas réellement dans cette réflexion et dans cette approche aujourd'hui? Ils sont dans cette réflexion, mais je pense que le mécanisme qui a été mis en branle depuis à peu près un peu plus de 25 ans, au moins, on est incapable de l'arrêter et on est incapable de le dévier. Et tout le monde d'arrêter le désastre, vous voulez dire? Oui, d'arrêter le désastre, exactement. Et je pense que tout le monde en est conscient, tout le monde est vraiment à une volonté de vouloir rectifier le tir. Malheureusement, pour pouvoir tourner tout ce mécanisme-là, se mettre ensemble et prendre à bras-le-corps tout ce problème-là, on n'y arrive pas.
Alors, 21 millions 500 de cette enveloppe, je le rappelle encore une fois, allouée au sauvetage et à la numérisation, je le rappelle, de nos sites, mais également de notre patrimoine matériel et immatériel. Vous étiez à cette même place il y a un peu plus d'un an aujourd'hui. À quoi a-t-elle réellement servi cette enveloppe-là? Quels sont les projets qui ont été réalisés? J'imagine ceux qui nous regardent doivent impérativement se poser cette question. Les grands projets qui ont été réalisés, Faisal Ouaret, à travers cette enveloppe avec l'étroite collaboration de la Commission européenne. En grande partie, elle a servi à la formation. Et on a formé des agents qui sont d'abord dans différents secteurs, une formation de formateurs pour la formation professionnelle, pour qu'ils puissent former à leur tour des ouvriers de la restauration. Ça n'existait pas en Algérie. Cette année, la formation professionnelle a lancé deux sections, enfin deux filières, qui sont de la formation de techniciens des chantiers de restauration et des maçons des chantiers de restauration. Donc ça, c'est un acquis considérable. Le second aspect, c'est d'essayer de mettre à niveau et monter en compétence tous les personnels des différents musées, les différentes sections de la culture à travers tout le pays. Et ça a été le cas sur tout ce qui est les métiers du musée, qui sont innombrables et qu'on ne connaît même pas. On a des musées, on a le plus grand nombre de musées en Afrique, mais on est incapable souvent de les prendre en charge correctement, souvent les données scientifiques de la muséologie d'aujourd'hui. Donc il y a aussi cet aspect-là qui a été considérablement pris en charge. Il y a l'aspect que tu viens d'évoquer, celui du cinéma, c'est-à-dire que le programme a permis de redécouvrir et de sortir toutes les archives filmiques, de les remettre dans des conditions acceptables de classement, de sortir toutes les affiches. On a même des chefs-d'œuvre qu'on a découverts dans des endroits où ils étaient en train de pourrir. Donc, et tout ça va être mis dans un endroit complètement à l'abri de toute perdition. Et donc tout ce travail-là a été fait grâce à ce programme. Il y a un autre aspect dont on parlait tout à l'heure, celui de l'inventaire. C'est qu'aujourd'hui, bien sûr, les biens culturels en Algérie ont été inventoriés nombreuses fois depuis le début de la colonisation. Maintenant, il s'agissait de faire un inventaire qui soit à partir des canons qui sont décidés en Algérie par rapport à la situation algérienne, ne serait-ce que sur les appellations. On n'appelle pas toujours avec le même terme, le même objet, selon les compétences, selon les domaines de formation et selon les régions. Donc il y a tous ces éléments qu'on appelle un thésaurus qu'il fallait réécrire, le mettre en place et ensuite confier tout ça à des informaticiens qui en fassent un véritable programme et prennent en charge tout cet aspect. N'avons-nous pas réellement aujourd'hui les moyens matériels et humains pour pouvoir, si vous me permettez, piocher dans une enveloppe allouée par la Commission européenne? Bien sûr que si. La quasi-totalité des compétences qui ont travaillé sur cet aspect-là, notamment de l'inventaire, sont algériens. Oui. Non, je parle d'enveloppe, de moyens financiers, justement pour... Les moyens financiers existent, sauf que bon, vous savez ce que c'est que les budgets de la culture. Les budgets de la culture sont souvent utilisés pour tout ce qui est carence en culture, c'est-à-dire les infrastructures, les organisations diverses, parce que la culture est un monde immense et c'est un ministère immense qui demande... Ce sont des chantiers. Oui, il y a des chantiers dans tous les domaines et tout le monde en veut en fonction aussi de la conjoncture. Donc, ce domaine précis n'a jamais été complètement abandonné. Au contraire, on y consacre quand même un budget très important, mais encore faut-il faire l'effort nécessaire pour que ce soit pris en charge dans les conditions qui sont celles du programme actuel. Alors, l'une des dernières questions que je vous poserai, vous aussi, n'oubliez pas cultureclub@ontv.dz. Qu'en-est-il de la bibliothèque arabo-sud-américaine qui devait être construite il y a quelques années de J'en avais entendu parler il y a bien longtemps. Absolument, ça avait été décidé au sommet arabo-sud-américain en 2005, voilà, où le président avait même assisté. Le président de la République était présent. Il avait décidé que ce soit construit en Algérie. On était en concurrence avec notamment la Syrie. Finalement, c'est l'Algérie qui a emporté ce projet-là. On a fait l'effort nécessaire parce qu'on a payé quand même des études. Et le président avait choisi lui-même l'architecte. En l'occurrence, c'était Oscar Niemeyer. Et Oscar Niemeyer étant déjà centenaire à cette époque-là, ou presque, avait fait l'esquisse. Donc l'esquisse a été et l'œuvre de Oscar Niemeyer. Par contre, tout le reste, le développement technique et ce qu'on appelle le dossier d'exécution, a été l'œuvre de sa petite fille qui s'appelle aussi Niemeyer, qui s'appelle Anne Niemeyer, et qui a fait ce projet-là. Donc toutes les études ont été terminées, toutes les validations ont été obtenues.
toutes les autorisations ont été obtenues. Il reste maintenant à trouver le budget requis pour pouvoir lancer ce chantier. Faut-il rappeler que vous avez travaillé, réfléchi, mais également livré, monté des projets comme l'Opéra Boualem Bessaïh, le musée d'art moderne, je le rappelle encore une fois, à Oran. Oui, voilà, et puis le Centre arabe d'archéologie à Tipaza. Oui. Merci d'avoir fait une halte sur notre plateau. Ben, c'est moi qui alors cette enveloppe-là ne pourrait-elle pas non plus être injectée pour aider donc justement certains éditeurs qui souffrent aujourd'hui? Il le disait sur ce même plateau, Faisal Ouaret, vous qui êtes très sensible aux questions littéraires et éditoriales. Oui, bon, mais il se trouve que dans l'orientation de ce programme, on n'a rien retenu pour le livre. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres programmes dans le futur qui puissent être consacrés exclusivement à la politique du livre. Mais il y a d'autres programmes par ailleurs qui l'ont été. On va dire à bon entendeur, Faisal Ouaret, cultureclub@tv.de. Bonsoir Dalil Al-Najem. Merci d'accepter notre invitation, même si vous vivez une situation difficile. Je le rappelle, on parlait de la crise du livre, un discours qu'avait provoqué ici même donc certains éditeurs, dont les éditions APIC, à travers le discours de Samia Zenadi Cheikh, mais également son époux, son compagnon de route, Karim Cheikh. Après le Salon international du livre, on parlait donc du FIBDAF, Festival international de la bande dessinée d'Alger, et puis Ramage, cette manifestation qui réunit les femmes algériennes dans le verbe et dans le texte, encore une fois, mais également maghrébines, africaines et méditerranéennes. Le Salon international du livre, et après, qu'est-ce qui se passe, Dalil Al-Najem? Il y a le 2019 qui se profile déjà. Oui. C'est la fameuse phrase de Karim Cheikh qui dit bon, le salon est terminé, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et on va attendre un an pour qu'on puisse, c'est-à-dire avoir de la visibilité. Parce que le Salon du Livre, c'est vrai qu'il apporte une très grande visibilité aux éditeurs. Hein. Et donc, après ces grands événements, il y a quoi? On fait quoi? Puisqu'il y a des activités, mais elles sont comme ça, éparses, on n'est même pas au courant. Nous avons 2 syndicats. On n'est même pas censé c'est-à-dire essayer de trouver un lien et essayer de coordonner tous ensemble. Il y a une disparition, une dispersion, il y a une certaine animosité dans l'édition, chez les libraires aussi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un maillon dans toute cette chaîne culturelle qui ne va pas. Et bien sûr, l'édition, votre maison d'édition entre autres, pour ne citer que votre... Il y en a d'autres. Hein. Exactement, elles sont très très nombreuses, qui n'ont parfois même pas de visibilité, sur les plateaux de télévision, de radio, donc elles souffrent énormément. Mais comment vous faites aujourd'hui au quotidien pour pouvoir garder la tête hors de l'eau, Dalil Al-Najem? Je pense que, comme certains éditeurs, à l'instar de Karim et d'autres, hein, l'édition Ibré, enfin je ne sais plus, toutes ces jeunes maisons d'édition qui sont... Il y a une jeune maison d'édition aussi à Constantine, hein, elles ont... c'est-à-dire que c'est un métier qu'elles aiment ou qu'ils aiment. Mais la passion ne nourrit pas son homme aujourd'hui. Il y a eu des choses qui ont été faites pendant des années. À partir des années 95, 2000, et toutes ces opérations culturelles qui ont eu lieu ont permis justement à toutes ces maisons d'édition d'exister, d'avancer, et de produire. Et de produire. Surtout. Sauf que bon, il y a eu des travaux qui ont été faits, il y a une politique du livre qui a été mise en place, qui a été Il y a eu d'abord des assises du livre en 2003, à travers des recommandations qui n'ont malheureusement jamais été appliquées. Malheureusement. Mais cette politique du livre, elle n'est pas appliquée. Elle n'est pas appliquée, elle a été votée à l'Assemblée, au Sénat, elle a été abonnée. J'ai lu dans la presse, elle n'est pas appliquée du tout. J'ai lu dans la presse il y a seulement quelques jours, le comité d'organisation du Salon international du livre a donné les 10 titres les mieux vendus du Salon international du livre. Ce comité-là, sur quoi il a réellement travaillé? S'est-il rapproché des maisons d'édition, dont la vôtre bien sûr, pour savoir quel est l'ouvrage qui a été le mieux vendu? J'ai lu l'article, je n'ai pas été contactée pour me faire une telle demande, mais je pense Beaucoup de maisons d'édition l'ont dit également. Oui, je ne suis pas la seule. On n'a pas été approché par... Absolument. Sauf que je pense qu'ils ont dû faire ce sondage, ou cette analyse, ou ce classement plutôt, en fonction des ventes dédicaces qu'il y a eu. On sait que Yasmina Khadra a eu beaucoup de monde et du succès. Et puis alors, je pense que c'était en fonction du monde que tous ces auteurs ont drainé pendant le Salon du Livre. Quelle est votre meilleure vente? Quelle a été votre meilleure vente pendant le Salon Dalil Al-Najem? Oui. Alors,
Je sais pas, je peux pas dire. Moi, j'ai entre les mains l'ouvrage de Jalal Ayric, que nous aurons bien sûr le plaisir de recevoir. Ça s'appelle Réflexion d'un menteur sur l'amour, chez Daliman, que je conseille réellement à ceux qui... Ce qui est important dans un salon du livre, c'est que l'auteur soit présent, qu'il soit là et qu'il soit au contact de son public. Ça, c'est... Et à partir du moment où le public avance, et ça vient aussi là, ou dans quelques manifestations littéraires, quand il y a l'auteur, le lecteur est là. Il va à l'encontre de... Voilà, à sa rencontre, il va discuter avec lui, il va acheter son livre. Voilà. Cette rencontre, elle est indispensable. Dans cette crise-là, franchement, Dalila Nadjam, est-ce que vous vous projetez dans 5 ans, dans 6 ans? Ah ben... Franchement. Franchement, non. Le problème qu'il y a, c'est que il y a eu, vous savez, une maison d'édition. Il faut pas aller chercher midi 14 heures. Il faut regarder ce qui se passe ailleurs. Une vraie maison d'édition, une grande maison d'édition à l'international. Il y a toujours un livre phare. Il y a soit un livre scolaire, parascolaire, un livre de cuisine. Ici, vous avez 3 à 4 maisons d'édition qui peuvent tenir, qui pourront tenir parce qu'elles ont le livre scolaire. 3, 4, voire 5 livres scolaires tous les ans, c'est leur base de travail. Ensuite, qu'ils éditent 400 ou 500 romans, ils arrivent à tenir et être au diapason. C'est presque faire plaisir. Voilà, c'est exactement ça. Mais vous avez d'autres maisons d'édition, comme la mienne, comme celle de Happy, comme celle de Balzac, qui ne font que du roman, du beau livre, du roman, de la poésie. Bon, en plus, moi, j'ai fait de la bande dessinée. Donc voilà, il n'y a plus de commande publique. Il n'y a plus de commande publique. Et puis... Mais l'édition, à un moment donné, je ne sais pas si vous seriez d'accord avec moi, était presque sous perfusion à travers cette grande opération. Que vous ayez l'aide du ministère de la Culture est une chose, mais à un moment donné, ça a été un véritable handicap lorsque le ministère de la Culture achetait à chaque maison d'édition de chaque titre 1000 exemplaires. Je veux dire, est-ce qu'il a réellement aidé l'édition, les maisons d'édition et les librairies? C'est également... Je ne dirais pas comme ça. Je ne dirais pas que c'était une perfusion. Je dirais que c'était vraiment... c'est ça l'idéal, oui, justement, qu'il y ait justement... Mais cette aide a beaucoup aidé, mais dans le fond... Elle a beaucoup aidé, mais nous avons été pénalisés, puisque comme ces soutiens étaient importants, ces manifestations étaient importantes, et il y a eu beaucoup d'éditeurs qui sont nés comme ça, du jour au lendemain. Oui, d'accord, mais cet argent aurait pu également... C'est une solution à court terme. Non, oui, c'est exactement. C'est pour là que je vous parlais de perfusion, parce que c'était une opération qui aurait... Cet argent-là, cette aide-là aurait pu être injecté dans de nouvelles collections, de jeunes plumes. Ou alors doter les bibliothèques. Faisal vient de le dire maintenant. Ouais. Les bibliothèques ne sont pas toutes dotées d'ouvrages de tous les éditeurs. En tout cas, moi, je ne vois pas... moi, je vois beaucoup de monde qui viennent chez moi et qui me posent la question en disant « Mais nous, on n'a pas ce livre-là dans la bibliothèque. » Bah, attendez, voilà, les commandes ne sont pas... Même les librairies me disaient très souvent, quand vous présentez des auteurs, le lendemain, le surlendemain, les téléspectateurs viennent nous demander des ouvrages qu'ils ne trouvent malheureusement pas. Et là, ça n'est qu'à Alger. Mais Alger, comme vous le savez, n'est pas l'Algérie. Constantine, Annaba, Tougourt, Biskra, c'est également des... Je vous donne un exemple tout simple. Vous avez fait cette émission. Le Salon du Livre vient de fermer ses portes. Nous avons, les journalistes, votre émission, tout le monde a parlé des sorties littéraires, de la sortie littéraire. Où sont-elles? Et alors, la première, quand on en entend parler dans la radio, à la télévision, dans les journaux, automatiquement, les gens qui n'ont pas pu aller au salon, vont à la librairie. Tout à fait. Moi, j'ai vu des cas, des personnes qui ne peuvent pas aller au salon du livre. Normalement, quand il y a le salon du livre, les nouveautés devraient être aussi en même temps dans les librairies. On dirait que c'est des propriétés privées. Il y a des éditeurs qui agissent avec les libraires d'une façon comme c'est comme avec leurs auteurs. On dirait que c'est leur propriété. Ils décident de chasse gardée. Voilà, chasse gardée. Ils décident où et quand ils vont signer. Alors il y a des librairies qui sont bien sûr avantagées, d'autres pas. Donc voilà, il y a après le salon et après Dalila Nadjam, le salon du livre et après. Ah, le salon du livre et après on fait un bilan et puis on essaye de faire des prospections et on essaye de voir. Non, je pense que nous allons encore tenir. Et de toute façon, il y a. J'espère que les bibliothèques vont bouger un peu. Et puis, il y a un lectorat, il est clair. Vous avez bien vu le salon, ce que draine le monde qu'il draine. C'est vrai. Et à côté de ça, des petits salons qui se réalisent ici et là. D'ici et là. Donc, on a un prochain à Tizi Ouzou. Il y a eu récemment celui de Ouargla. Ouais. Mais nous n'avons pas été informés. Nous n'avons été informés que 2 jours avant.
Donc, En tout cas, je peux vous dire une chose, nos portes vous resteront toujours ouvertes et comme le dit, c'est très sincère. En tout cas, merci surtout d'aider, enfin d'être là avec nous et de faire la promotion de nos ouvrages. Avec un énorme plaisir. C'est du pain béni pour les grands curieux que nous sommes. Et comme dirait Hayat Zalouk, nesmah fikoum mouhal. Ça, je peux vous le dire. cultureclub@entv.dz. Merci beaucoup, Dalila Najem. Alors, cette grande opération Ouled Fiyed a eu lieu hier, comme chaque année, je le rappelle, à travers un concert qui a été donné donc à la salle Atlas. Ouled Fiyed, 10e édition, portée par un nom et pas des moindres. On lui a rendu hommage ici même, il y a quelques temps, juste après sa disparition, la personne, encore une fois, de Yazid Ait Hamadouche, qui dialoguait énormément avec les jeunes créateurs. Pour lui rendre hommage et pour parler de cette opération, Ouled Fiyed, nous avons le plaisir d'avoir pour les 10 dernières minutes Hayat Zalouk. Bonsoir. Bonsoir, Karim. Merci d'être avec nous, Hayat Zalouk. On en parlait, je parlais de ce titre, Nesmah fik mouhal. Ce ne serait-ce pas un clin d'œil à l'un de vos maîtres à penser, à savoir Cheb Hassani? Je pense qu'il a également un titre qui ressemblerait à... Pas vraiment, c'est juste que le titre sonne rail. Rail. Justement parce que la chanson, déjà, elle est rail, elle est reggae, rail. Ouais. Ça existe normalement. Reggae, right. Ouais. Donc, franchement, j'étais pas supposée écrire la chanson, c'était pas à moi de l'écrire. Mais vous avez accompagné à la dernière minute. Vous avez accompagné Yazid Ait Hamadouche dès le début de cette grande aventure humaine. On va dire c'est lui qui m'a accompagné. Oui, allez, c'est une aventure humaine. Je le remercie beaucoup. Là où il est, c'est une grosse perte, exactement. Voilà. Et nous, les artistes, on se sent un peu comme des orphelins parce que même quand on le croisait, moi personnellement, je l'ai croisé souvent, comme ça en allant travailler. Il était là tout le temps à me booster, Hayat, ne lâche pas, je sais que c'est difficile. Le fait que tu sois une femme. Parce que vous-même, à un moment donné, vous vouliez tout lâcher, à travers une lettre que vous aviez postée sur Internet. Vous dites, je m'arrête. Quand on est amoureux de la musique, on n'arrête pas parce qu'on veut arrêter ou là parce qu'on n'aime plus. Non, dites ça à Dalila Najem. Justement, on arrête parce que les conditions dans lesquelles on fait notre métier sont difficiles. Et des fois, même les gens, le grand public, on va dire, n'est pas prêt. N'est pas prêt au travail qu'on fait. On peut comprendre les goûts et les couleurs, mais après, on peut pas. Moi personnellement, je peux pas comprendre qu'on exige à un artiste d'être à l'image de ses fans. Moi, de l'enfermer dans un style, dans un genre. Je respecte tellement mes fans que je ne peux pas leur mentir. Hayat, c'est ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle aime faire. Je ne peux pas chanter juste pour agrandir ma base de fans. Si vous aimez, tant mieux. Si vous aimez pas, peut-être que vous allez aimer le prochain album. Mais je peux pas retourner ma veste juste pour plaire à un maximum de gens, ou pour vendre, ou pour être connu, ou pour faire des spectacles. Qu'est-ce qui a conditionné cette chanson? Moi, j'allais le dire, je voulais pas intervenir parce que c'est pas un domaine que je connais ou par les non, vous êtes une grande curieuse, Hayat. J'achète beaucoup de livres, mais j'ai jamais le temps de les lire. Ouais. C'est mauvais. Je sais. Vous dites ça à Faisal Ouaret. Non, mais je m'intéresse. Par exemple, quand je regarde, par exemple, des écrivains parler de leurs œuvres, tout à l'heure, quand vous parliez de l'œuvre de la demoiselle Madame, du métro. Exactement. J'étais dedans, donc je suis beaucoup plus, on va dire, film, cinéma, mais j'adore tout ce qui est littérature. J'ai fait licence d'anglais, donc j'étais vraiment dans la littérature et tout. Sauf que la musique, on va dire, m'a bouffé tout mon temps. Vous savez ce que me dit le réalisateur? Il faudrait que nous allions de ce pas voir le making-of de votre chanson Ana. Je le rappelle encore une fois, Nesmah fik mouhal. Hayat Zalouk, regardez. حكمت القدار هذا حالك اليوم شكون يتجرأ يرمي عليك اللوم شفت الويل المرض وزيد الهموم كلهم رصاص سهم علي سموم قدوني ثلنا الونين ولاش غرسان تالوين حكموا على الغير ما كان شكون يلوم اللي رافد اسمع ويعلم علم الغيب يرمي الحجرة الأولى ما يشوف لبعيد يتفليت وتبدل الحوار نقعد عليك انسان نسبح فيك محال ما نغطوا الشمس بالغربال
Voilà, donc des artistes venus d'horizons musicaux divers, hein, Hayat Zalour, faut-il le dire? Exactement, on a Jamil qui est plutôt gnawi, reggae, on a Kautar Mzidi qui est plutôt... je ne saurais pas définir son style musical, mais son univers, mais je dirais que c'est la voix angélique de l'Algérie. Elle a rendu hommage à Fatih Ladzelia récemment dans une reprise. Hein. Exactement, c'est une artiste qui devrait être une des plus grandes stars de l'Algérie, mais vu les circonstances... Ouais. Qu'est-ce qui a conditionné l'écriture de ce texte? Est-ce qu'avant sa disparition, Yazid Ait Hamadouche a eu à l'entendre, à l'approcher et à vous écouter, à vous orienter? Non, j'aurais aimé. Ouais. J'aurais aimé, mais on m'a sollicité à la dernière minute parce qu'il y avait un petit problème comme ça, donc on ne va pas entrer dans les détails. Et je me suis dit, il faudrait dans cette chanson que je rende hommage à Yazid parce que c'est lui qui nous a toujours rassemblés, qui a fait qu'on se retrouve, qu'on se rencontre, qu'on ait nos propres albums. Moi, personnellement, c'est lui qui m'a aidé pour enregistrer mon album. Et donc je lui ai lancé un petit clin d'œil comme ça, avec une phrase qui me tenait à cœur. Bah oui, une phrase qui me tenait à cœur. Il y avait des gens qui étaient contre cette phrase, mais pour moi, c'est une phrase qui a tout son sens. Et qu'au contraire, c'est regarder tout ce qu'a fait Yazid sur une chaise roulante. Et pour moi, c'était justement cette inertie qu'on ressent chez les gens qui tout le temps trouvent l'excuse « Ah non, en Algérie, c'est impossible ». Donc, on se résilie, même avant de commencer, ou même avant de tenter quelque chose. Donc, j'avais envie un peu de suivre son exemple dans la chanson et donner son exemple comme exemple à ces gens-là. Si Yazid a fait tout ça sur une chaise... Il le disait, moi, je n'ai pas pu marcher, mais je ferai tout pour que ça marche pour vous. C'est exactement le discours qui m'a inspiré la chanson et cette phrase spécialement. Et je salue aussi Sido La Dose, le rappeur qui a écrit un couplet très émouvant. On a tous pleuré en l'écoutant au studio. Donc voilà, l'angle d'attaque de cette chanson. Qui dit quoi en substance, Hayat Zalour? Tout son couplet est un petit peu un hommage à Yazid et une promesse qu'on ne laissera jamais tomber cette cause et qu'on se battra toujours, même pour l'art en Algérie, peu importe les circonstances. Donc voilà. Donc beaucoup de contamination en Algérie, exactement. Mais également dans le monde à travers, je le rappelle encore une fois, hier, l'Algérie, à l'instar des autres pays du monde, célébrait la journée mondiale de lutte contre le sida. Qu'avez-vous à dire aux jeunes qui nous regardent ce soir, Hayat Zalour? Ce que j'avais à dire, personnellement, je l'ai dit dans la chanson, et c'est la chose, on va dire, qui me révolte tout le temps dans nos sociétés, c'est que les gens ont tendance, et je l'ai dit, en utilisant à juger, un proverbe, à stigmatiser, à rejeter. Il y a un proverbe que j'ai utilisé qui résume tout, qui résume notre société. On aime bien on aime bien se voiler la face, on aime bien se mentir parce qu'on est comfortable, on va dire. On est presque irréprochable. Exactement. On est dans... Ah, c'est bien, du moment où on ne parle pas, du moment où on ne voit pas, tu fais ce que tu veux, mais on ne parle pas. Donc ça, c'est quelque chose qui me révolte dans notre société. Et en même temps, la deuxième chose, c'est le tabou et les préjugés et la stigmatisation des sidéens et des sidéennes, des gens... et des séropositifs. Et des séropositifs, exactement. Il y a des séropositifs. Cette stigmatisation limite cette méchanceté à dire ils n'ont que ce qu'ils méritent. Donc moi, c'était ça mon angle d'attaque. J'avais envie un peu de dénoncer ça. On est qui pour juger? On est là juste un peu pour être humain. On n'a pas d'autre droit que d'être des êtres humains et d'être humanistes, c'est ça? Oui, bien sûr. Voilà. Et avoir de la compassion. C'est tout ce qu'on peut faire. On n'est ni Dieu pour juger, ni voilà. Ni on détient la vérité absolue, que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Voilà, seul Dieu nous jugera un jour. Exactement. Et j'espère qu'il aura pitié Donc, franchement, pour moi, c'était ça mon angle d'attaque. J'avais pas trop envie de donner la morale. Ah oui, il faut vous préserver. Ah, t'as vu ce que... Il fallait pas faire ça pour un... Ah. Donc j'avais un peu envie de changer complètement la perception, on va dire, de cette maladie par les Algériens. Vous parliez de Yazid Ait Hamadouche, mais dans les années 90, il y a eu un garçon à qui j'aimerais rendre hommage, s'appelle Tariq Lebtahi, qui dans les années 90 avait déjà lancé au niveau de la radio, de la chaîne 3 en l'occurrence, Opération Sida. Vous savez, vous imaginez l'Algérie en 93, lorsqu'elle souffrait terriblement d'obscurantisme, de terrorisme, voilà
un jeune garçon qui évolue aujourd'hui hors de nos frontières. Vous avez connu également Mariam Oui, je me Ghemache. souviens très bien de lui et de ses émissions, et il parlait du sida. SOS Sida. Dans les années 90. Tout à fait, c'était une première. Hein. Tout à fait. Donc j'imagine que Zaïd Hamadouche également s'est peut-être inspiré parce qu'il écoutait énormément la radio. C'est ce qu'il nous disait en ces termes-là. Certaines voix m'ont conditionné, m'ont donné envie de faire ce métier, entre autres celle de Tariq El-Btahi qui avait parlé, casser les tabous. Merci beaucoup. Merci à vous. Hayed. Alors je le rappelle, cette chanson, on peut la voir partout sur les réseaux sociaux. Elle est sur les réseaux sociaux. Normalement, on attend le clip avec impatience. Il est supposé sortir aujourd'hui. Et avant de terminer, je voudrais remercier tous mes confrères et consoeurs qui se sont donnés à fond pour réussir ce projet, pour la bonne cause, et qui ont accepté, surtout qui ont accepté de rendre hommage à Yazid Allah yarhamou, et qui sont reconnaissants par rapport à tout ce qu'il a fait pour la nouvelle scène algérienne. Donc, merci beaucoup, Hayed Zalouk. Merci également à vous de votre fidélité à nos programmes. Quelques ouvrages que vous retrouverez à partir de demain chez les bons libraires. Celui pour lequel on a eu un coup de cœur pour cette autre aventure, cette autre vol de nuit de votre émission, bien sûr, Culture Club. Mariam Ghemache, la demoiselle du métro. Préfacé, ce sont des nouvelles, faut-il le rappeler pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver. Préfacé par Malika Boussou, c'est aux éditions Casbah. Il aura certainement de la visibilité ici même dans une dizaine de jours. Il s'appelle Jalal Ayresh, ça s'appelle Réflexion d'un menteur sur l'amour. De quoi il s'agit, bien vous le saurez en suivant nos émissions ici même dans les prochaines semaines. C'est aux éditions d'Aliman. Elle était assez timide pour se poser sur notre plateau. C'est Bouchra Mourtari qui... Ah d'accord, voilà, Zozo, tu es puni. Et ben voilà, c'est ça sa punition. C'est aux éditions d'Aliman, ça je vous le conseille vivement. Plusieurs univers également, dialogues, s'entrecroisent à travers cet ouvrage, l'Andalou, Alessandra et Al-Srel Arbi. Ça s'appelle Alger dessiné, avec, je vous le rappelle encore une fois, c'est chez d'Aliman édition, avec l'étroite collaboration de l'Institut français. On a eu du plaisir à la recevoir ici, mais un ouvrage qui a également eu sa place au Salon international du livre, celui de Françoise Dalcy. Il allait chanter pour moi. Ce sont des nouvelles à vous vrider l'esprit, sincèrement. C'est à lire et à mettre entre toutes les mains de Françoise Dalcy. C'est aux éditions d'Aliman. Dalilal, cette fois-ci, Hanouch, qui vous propose Révèle-moi ton secret. De quel secret il s'agit? Eh bien, elle va vous le révéler ici même dans les prochaines semaines, toujours chez Daliman Édition. Puis, rappelez-vous, on a eu du plaisir à le découvrir à travers Maintenant, ils peuvent venir. On est à la fin des années 90. Al-Sqi Mellel, qui est un grand amoureux de théâtre, le général fou, je le rappelle, suivi de Fada Rive Droite, c'est aux éditions également d'Aliman. Voilà donc les ouvrages que vous retrouverez à partir de demain chez votre libraire habituel, Le Bon. Voilà pour cette autre aventure nocturne qui nous a réunis sur cette même plateforme, à savoir Culture Club. Nous recevions Mariam Ghemache, à très bientôt j'espère, pour un roman, pourquoi pas. Vous y pensez? Oui. Voilà. Mais bon, il faut un peu de temps aussi. Il me disait qu'il n'a jamais déserté les sentiers de l'écriture. La lecture, oui, des dizaines de lectures de romans par mois, mais dans l'écriture, j'espère que vous le ferez bientôt, Faisal Ouaret, pour un autre roman, un 5e, pour conjurer le mauvais sort. Je le jure. Merci beaucoup. Merci également à vous, Dalila Najem. Je voulais vous rendre hommage également à ceux qui aujourd'hui souffrent donc justement dans le monde de l'édition, pour leur dire que nous vous accompagnerons, que nous recevrons tous vos auteurs, et ça sera toujours avec un grand plaisir, parce qu'il y a comment dire, cet amour de la passion et ce don de soi que... Merci Karim. Mais je voulais rajouter pour le prix Amina Mechakra. Oui. Il aura lieu donc au mois de la première quinzaine de janvier 2019. Voilà. Ben, nous aurons certainement le plaisir de recevoir Maïssa Bey, ça je vous le promets. Merci beaucoup Hayed Zalouk. Merci à toi. Et encore une fois, je vous le dis, merci beaucoup. Portez-vous bien. Merci. Merci de votre fidélité à nos programmes en général et à cette émission en particulier qui va bientôt fêter ses 19 ans d'existence ici sur Canal Algérie. Je vous souhaite une excellente nuit, que la nuit vienne reposer nos esprits et apaiser nos esprits parfois si tourmentés. Alors si vous avez raté cette émission et si vous l'avez manqué, si nous vous manquons, sachez qu'elle sera rediffusée le vendredi matin autour de 10h55. Si vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux et gardons le contact sur notre page, donc cultureclub@tv.dz. Merci mesdames, merci messieurs, merci à vous, à la semaine prochaine.